à travers texte. Perspective du désert. Du Sahara en Arabie, en passant par l'Australie, le désert se donne par sa sécheresse et son aridité qui s'étendent à l'infini. Le désert, quand on y est, semble aller partout et ne s'arrêter jamais. Chaud comme froid, on oublie souvent cette banquise désertique, le désert couvre sans concession les parties du monde qu'il rend hostiles à la vie. Car le désert, c'est cette zone de terre où les précipitations sont rares, que l'on parle de pluie ou de grouillement vivant. Peu de végétation, peu d'animaux et encore moins d'hommes, le désert est vide. Du moins, vide de ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs. S'il y a bien un auteur, aventurier et amoureux des mots, qui a le plus côtoyé le désert, c'est bien Saint-Exupéry. Aviateur réputé de la ligne Toulouse-Dakar, ligne qui servira de terreau fertile à son imagination, Saint-Exupéry a traversé le désert de long en large. Nommé ensuite chef d'aéroplace à Cap-Juby, il est surnommé le Seigneur des Sables par les morts. Du désert marocain au désert égyptien, en passant par le désert le plus hostile à l'homme en Libye, Saint-Exupéry a cheminé dans le désert par les airs, mais aussi à terre, lorsque son avion s'y est crashé ou lors de ses escales. Paysage de son quotidien, le désert sera au centre de ses œuvres. Et Saint-Exupéry fera du désert bien plus qu'une étendue monotone. Face à Saint-Exupéry dans les airs, Albert Camus vécut sur terre, tout proche du désert. Il déclara que la ville d'Oran était sa capitale du désert et Alger son jardin. Né dans le département de Constantine, l'Algérie constitua pour lui un enjeu politique, mais surtout, elle exerça sur lui une influence esthétique qu'on oublie bien trop souvent. Cette influence esthétique est vraiment visible dans ses romans, qu'on pourrait dire d'ailleurs à sensation, si proches d'un Giono, comme Sa mort heureuse par exemple, ou Ses noces et l'été. Et parmi la beauté des paysages dont Camus s'émerveilla dans toute son œuvre, en plus des villes et en plus des campagnes, il y a le désert, ce Sahara d'Algérie. Alors, Saint-Exupéry et Camus parlent tous deux de désert. Tous deux l'ont vécu. Mais quels sont les points d'accroche autour du désert entre les deux auteurs ? Le désert tient-il la même place dans l'œuvre de Camus et Saint-Exupéry ? Et surtout, que signifie le désert chez eux ? Pourquoi, très souvent, le désert ? Et au fait, Camus et Saint-Exupéry ont-ils vu le même désert ? La douceur d'Alger est plutôt italienne. L'éclat cruel d'Oran a quelque chose d'espagnol. Perché sur un rocher au-dessus des gorges du Rumel, Constantine fait penser à Tolède. Mais l'Espagne et l'Italie regorgent de souvenirs, d'œuvres d'art et de vestiges exemplaires. C'est à l'Espagne que cette terre ressemble le plus. Mais l'Espagne sans la tradition ne serait qu'un beau désert. Et à moins de s'y trouver par les hasards de la naissance, il n'y a qu'une certaine race d'hommes qui puisse songer à se retirer au désert pour toujours. Étant né dans ce désert, je ne puis songer en tout cas à en parler comme un visiteur. Est-ce qu'on fait la nomenclature des charmes d'une femme très aimée ? Non.
on l'aime en bloc, si j'ose dire, avec un ou deux attendrissements précis qui touchent à une moue favorite ou à une façon de secouer la tête. J'ai ainsi avec l'Algérie une longue liaison qui sans doute n'en finira jamais et qui m'empêche d'être tout à fait clairvoyant à son égard. Le désert de Camus est une atmosphère qui pourrait sembler inhospitalière au premier abord. C'est un climat de chaleur qui étend son règne et qui a façonné la terre, qui l'a rendue chaude, vaste et aride. Mais pour Camus, le désert ne se compose pas que de sable, et il commence bien au-delà du continent africain. Pour lui, le désert commence dès les Pyrénées. Il traverse les îles, puis il prend l'Espagne et la Grèce. En fait, le désert est un geste de la nature, un geste d'une force surprenante. Même l'Italie posséderait une parenté avec le désert. Sur ces zones géographiques, un climat sec s'abat sur les habitants qui voient une lumière omniprésente. Le désert n'est pas seulement composé de dunes et de sable, mais son noyau est ce soleil qui tape sans arrêt et sans limite. D'ailleurs, parmi les 10 mots que Camus considère les plus importants de sa vie, il place aux premières positions l'été et le soleil aux côtés du désert. Les plateaux pierreux sont tout aussi importants que le sable. Ce n'est pas un hasard si Sisyphe pousse son rocher ou si les ruines fascinent tant Camus à Tipasa. Le climat sec est typique de l'écriture de Camus. On a cette impression de désert, cette impression de dénuement dans la dévastation de Caligula, dans les scènes abruptes du malentendu ou à travers les réactions dénuées de sentiments de l'étranger. Saint-Exupéry, quant à lui, survole ce désert et parfois, il se peut qu'il ne voie que son côté hostile. Il dira dans une lettre adressée à sa mère « Si vous croyez que ça nourrit la pensée de voir 13 cailloux et 10 touffes d'herbe, c'est bon pour les romans. En réalité, ça abrutit. On pense à rien. » Même son petit prince est étonné de cet aspect si dur que transporte le désert de la première impression lorsqu'il tombe dans le désert d'Afrique. Impitoyable le désert donc. Jacques Bernis, le personnage principal de Courrier Sud, meurt ainsi dans le désert après le crash de son avion, pour montrer, une fois, que le désert est surpuissant. En somme, pour l'homme, le désert est si difficile qu'il est d'emblée un lieu d'épreuve. Saint-Exupéry en fera l'expérience lors d'un vol en direction du Caire. Accompagné d'André Prévost, son mécanicien, il se crache dans le Sahara, en Libye, alors qu'il tentait d'éviter une zone interdite. L'avion heurte un plateau rocheux après avoir volé bas, et les 2 hommes se retrouvent au milieu de rien, avec pour seule réserve 2 oranges, une madeleine, du café et du vin blanc. Cet épisode formera l'intrigue de son roman Terre des Hommes. Après avoir épuisé leurs ressources en un jour, les 2 rescapés ont des hallucinations et sont touchés par la soif. Ils sont tout proches de la mort. Saint-Exupéry décide, soudain, de suivre la direction est-nord-est, car c'est elle qui avait sauvé son ami Guillaumet dans les Andes. Ainsi, ils marchent longtemps sans aucun but en fait, et soudain, ils sont secourus par un bédouin. Ce sera une révélation pour Saint-Exupéry, une expérience d'humanité pure et de grâce venue d'ailleurs, une expérience quasi mystique. « Quant à toi qui nous sauves, bédouin de Libye, dit Saint-Exupéry, tu t'effaceras cependant à jamais de ma mémoire. Je ne me souviendrai jamais de ton visage. Tu es l'homme, et tu m'apparais avec le visage de tous les hommes à la fois.
Tu ne nous as jamais dévisagés et déjà, tu nous as reconnus. Tu es le frère bien-aimé, et à mon tour, je te reconnaîtrai dans tous les hommes. Cette épreuve du désert de Libye bouleversera Saint-Exupéry et nourrira son impression du désert. D'une étendue mortelle, il sera aussi le lieu du trésor. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « Dessine-moi un mouton ». La surprise de l'aviateur quand il rencontre le petit prince symbolise la surprise de l'homme qui, perdu dans le désert, ne s'attend pas à voir autre chose que du sable, de la difficulté, des dunes et du vent. Saint-Exupéry nous prévenait pourtant. Il disait « La terre est à la fois déserte et riche ». L'homme doit passer l'épreuve des éléments rudes, afin de sentir ensuite tout ce que pourrait lui apporter le désert. Le désert est donc, au-delà d'une épreuve, une énigme pour Camus et Saint-Exupéry. Il cache ses secrets, et l'homme sent bien qu'il en possède de nombreux. Sa puissance est mystérieuse, car elle ne se dévoile pas au premier coup d'œil. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le petit prince ne dit pas cela sans raison. Alors, pour brouiller la monotonie, Camus et Saint-Exupéry ne dessinent jamais un désert fixe. Il doit être tellement varié qu'ils tracent un désert pluriel, une multitude de déserts, car en fait, pour eux, le désert est toujours multiple. Les grains ne sont jamais les mêmes, il y a des roches très diverses. C'est bien plus que la caricature d'un grand ensemble sans relief. Finalement, c'est un peu comme la mer. D'ailleurs, cette comparaison est très chère à Camus, pour qui mer et désert se ressemblent et se complètent. Dans ses carnets, Camus parle de cette ressemblance. La mer et le sable, c'est 2 déserts, confie-t-il. Le motif de l'eau, qui s'étend à perte de vue, et les baignades si exaltantes de ses personnages, se retrouvent dans presque tous ses romans. On pense à La mort heureuse où Patrice Merceau termine sa vie par une baignade en accord avec le monde. La mer ressemble donc au désert pour Camus, car elle permet aux personnages, comme dans le désert d'ailleurs, elle leur permet un cheminement. À la fin de l'été, Camus écrit un beau texte intitulé « La mer au plus près ». Là, il la qualifie comme « un chemin jamais commencé, jamais achevé ». En bref, la mer est comme le désert, un lieu de questions pour l'homme, mais de questions permanentes. Dans le désert comme face à la mer, l'homme se trouve face à une énigme. En premier, il pense que l'énigme à percer se trouve en face de lui. Il la voit. C'est le désert si mystérieux.
Et puis, au fil de sa marche, comme le fait le personnage de Terre des Hommes, comme le fait Saint-Exupéry quand il se crache, comme le fait Jacques Bernis, et puis comme le fait Camus en arpentant le désert où il est né pour écrire Noces et l'été, au fil de sa marche, l'homme se rend compte que l'énigme n'est pas en face de lui, mais bien en lui. Le désert n'est qu'un miroir. Il reflète l'homme parfaitement. Parce que le désert est l'espace sur terre le plus simple, le plus dur, là où l'homme est sans artifice, seul. Pour obtenir des réponses, le chemin est compliqué. On est placé sous les éléments les plus durs et l'on doit se battre pour rester en vie. Mais voilà le message de Camus et Saint-Exupéry. Le chemin du désert, c'est l'occasion de faire corps avec la vie. À la suite d'une montée dans les chemins qui dominent Bilda en 1937, Camus dira qu'on trouve la vérité dans une connaissance de soi par le corps. Le corps, poursuit-il, vrai chemin de la culture, il nous montre nos limites. Dans le désert, on est si nu et sans défense qu'on ne fait qu'un avec le monde. Voilà le bout du chemin pour Saint-Exupéry et Camus. Être en accord avec le monde. En se détachant du superflu, des excédents, en ne comptant que sur son humilité, on peut trouver le trésor du désert. La croix du Sud balise un trésor, nous dit Saint-Exupéry dans Courrier Sud. Il y a donc bien quelque chose. Et ce quelque chose est précieux. Faire corps avec le monde, être uni au monde, Camus le défendra dans toute son œuvre où les éléments, dont le fameux soleil, prennent une place si importante. Toute son intention sera de montrer que la tâche de l'homme se trouve dans l'union de soi et du monde. Et ce sera là, déjà, une vie réussie. Il nous dit « Sentir ses liens avec une terre, son amour pour quelques hommes, savoir qu'il est toujours un lieu où le cœur trouvera son accord. Voici déjà beaucoup de certitude pour une seule vie d'homme. » En bref, le paradis de Camus, c'est le lieu qui nous mène au dénuement pour rechercher l'unité, pour rechercher la simplicité. Le désert est donc bien plus qu'un lieu hostile. Une fois que l'on fait corps avec lui, une fois que l'on comprend qu'il reflète notre limite et en même temps qu'il prouve la grandeur du monde, on tombe sur un trésor. La présence de ce trésor, c'est ce qui fait dire à l'aviateur dans Le Petit Prince « J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence. » Ce à quoi le Petit Prince répond « Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. » Le trésor dans le désert, le calme, la paix, la vie. Voilà ce sur quoi on peut tomber quand on a accepté de faire corps avec ce désert. Pour l'aviateur, le trésor, ce sera le Petit Prince lui-même, ce qu'il nomme la fontaine dans le désert. Parce que le Petit Prince sera l'hymne de sa vie, de la vie de l'aviateur. Il sera les réponses aux questions qu'il ne se posait même pas. Mais il l'aura trouvé, car même déshydraté, même à l'approche de la mort, il aura toujours pris le temps d'écouter le petit enfant venu d'une autre planète. Ce petit enfant sera son miroir grâce au désert, par le désert. Il n'y a plus de désert, il n'y a plus d'île. Le besoin pourtant s'en fait sentir. Pour comprendre le monde, il faut parfois se détourner, pour mieux servir les hommes, les tenir un moment à distance. Mais où trouver la solitude nécessaire à la force, la longue respiration où l'esprit se rassemble et le courage se mesure?
il reste les grandes villes. Simplement, il y faut encore des conditions. Les villes que l'Europe nous offre sont trop pleines des rumeurs du passé. Une oreille exercée peut y percevoir des bruits d'ailes, une palpitation d'âme. On y sent le vertige des siècles, des révolutions, de la gloire. On s'y souvient que l'Occident s'est forgé dans les clameurs. Cela ne fait pas assez de silence. Chez Camus et Saint-Exupéry, le désert est un lieu de calme, propice à l'introspection. Il nous pose en face des plus grandes questions. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Et pourquoi allons-nous ? On croit le désert vide, asséché. Il est en réalité plein. D'une nudité extérieure, il se révèle d'une richesse intérieure gigantesque. Devant nous se trouve en même temps l'immensité du sable, mais aussi l'immensité des questions. Mais si Camus et Saint-Exupéry ont choisi le désert plutôt qu'un autre espace géographique, c'est parce qu'il possède des caractéristiques exceptionnelles. Et surtout, des caractéristiques qui se perdent ailleurs, des caractéristiques qu'il n'y a plus ailleurs. Les vents sont en panne et le ciel est vide, disait Camus. Alors, nous crierons dans le désert. Le désert représente donc ce qui n'existe plus, ce qui ne se trouve plus. Et cela, Camus le dit bien dans ses Noces à Tipasa. Ce qui l'intéresse, lui, dans les ruines du désert, ce n'est même pas la civilisation qui a bâti ces monuments, qui sont maintenant tombés. C'est le fait que le désert y a repris ses droits sur la civilisation. Les ruines du désert sont le signe que la nature a repris ce qui lui appartenait. En bref, on le voit bien, le monde et la terre de Camus sont vierges et naturels. Voilà peut-être ici une légère différence avec le désert vu par Saint-Exupéry. Pour l'aviateur, le désert est un miroir, un rappel que la terre est grande, certes, mais que nous avons pour rôle, non pas de bâtir, nous dit-il, mais surtout d'habiter. Notre rôle, c'est d'habiter. Habiter cette terre de façon noble, c'est la grandeur du désert qui nous l'impose pour Saint-Exupéry. Alors que pour Camus, le désert n'est pas qu'un miroir. C'est tout simplement le lieu parfait pour s'entretenir avec le monde. Camus tend vers le dénuement, la solitude. Saint-Exupéry, lui, rappelle la nécessité d'une civilisation, qui se fonde aussi sur l'humilité, mot qui vient d'ailleurs tout droit du humus, cette couche supérieure du sol. Mais quand même, on a cette impression que Camus pourrait vivre seul s'il est en parfait accord avec le monde. Comme Patrice Merceau, dans son premier livre Une mort heureuse, qui fait le choix de quitter la maison devant le monde et ses habitants pour être seul, en parfaite symbiose avec la nature, le soleil, la mer et le monde. Ou comme le cheminement de Camus aussi dans les paysages algériens des noces et de l'été, où quasiment personne d'autre intervient. Il est seul. Camus est seul dans le désert comme dans le monde, parce que pour lui, c'est étant seul qu'il se trouve. Je ne vois pas une telle radicalité dans l'approche de Saint-Exupéry, qui maintient peut-être plus ce lien aux autres hommes formant ensemble, au pluriel, une civilisation. Saint-Exupéry met plus l'accent sur cette manière d'accorder le monde aux hommes et les hommes au monde. On le voit dans Citadelle, son roman posthume qu'on considère comme un testament inachevé, qui met en scène un roi qui apprend à son fils comment régner. À un moment, Saint-Exupéry nous confirme la nécessité de cet encastrement entre les hommes et le monde. On ne meurt point pour des moutons, dit Saint-Exupéry dans Citadelle, ni pour des chèvres,
ni pour des demeures, ni pour des montagnes, car les objets subsistent sans que rien ne leur soit sacrifié. Mais on meurt pour sauver l'invisible nœud qui les noue et les change en domaines, en empires, en visages reconnaissables et familiers. Alors, ce nœud-là, c'est ce qui compte pour Saint-Exupéry, l'invisible nœud qui noue le monde et les hommes, qui les noue ensemble. Ce nœud que nous évoque le désert. Cette légère différence dans le rôle du désert mis à part, pour les deux auteurs en tout cas, notre civilisation aurait tout à gagner à se rapprocher du monde. Le désert représente ainsi le lieu de la quiétude où des retrouvailles entre l'homme et le monde sont possibles. Car dans le désert, la technique n'a pas bouleversé la civilisation. La modernité n'a pas encore pris sa place, et elle ne la prendra jamais. L'homme peut encore être nu dans le désert. Voilà pourquoi ce désert est si précieux pour Saint-Exupéry et Camus. C'est une image et un lieu concret. La science explique ce qui fonctionne, non ce qui est, dit Camus dans ses carnets. Et le désert, lui, est. Il est le plus purement possible. Le désert préserve toute sa grandeur en ne s'étant jamais rapproché de la technique, en étant resté pur, naturel et vierge. Dans sa lettre à un otage, Saint-Exupéry va plus loin. Les craquements du monde moderne nous ont engagés dans les ténèbres, nous dit-il. Les problèmes sont incohérents, les solutions contradictoires. La vérité d'hier est morte. Celle de demain est encore à bâtir. Alors pour lui, une manière de la bâtir sera de retrouver le lien du désert, ce nœud-là qui compte tant. J'ai failli 4 fois y rester. Cela m'est vertigineusement indifférent. L'usine à haine, à irrespect qu'ils appellent le redressement, moi je m'en fous. Je suis sous le danger de guerre le plus nu, le plus dépouillé qu'il soit possible. J'ai échappé juste. J'ai trouvé ça tout à fait bienfaisant. Non par le délire sportif ou guerrier, que je n'éprouve pas, mais parce que je ne comprends rien, absolument rien que la qualité de la substance. La vertu, c'est de sauver le patrimoine spirituel français en demeurant conservateur de la bibliothèque de Carpentras. C'est de se promener nu en avion, c'est d'apprendre à lire aux enfants, c'est d'accepter d'être tué en simple charpentier. Ils sont le pays, pas moi. Je suis du pays. Dans ses écrits de guerre, Saint-Exupéry est face au plus précieux. À l'heure où il manque de se faire tuer, où il quitte les États-Unis pour revenir absolument combattre en France, il se veut défenseur du pays. Bien qu'il soit trop âgé pour être aviateur de guerre, il alerte toutes ses connaissances pour être quand même déployé. C'est d'ailleurs lors d'un vol de reconnaissance au-dessus des Alpes qu'il disparaîtra à jamais. Dans sa quête littéraire comme humaine, Saint-Exupéry a senti ce qui risquait de disparaître. Et pour lui, le protéger n'a pas de prix. C'est comme si le désert avait été le miroir de tout ce qui lui était cher dans la civilisation.
et du désert a grandi en lui le sentiment de devoir protéger. Et cette chose précieuse, c'est non pas seulement un rapport de soi avec le monde, comme pourrait dire Camus, mais un rapport de tous avec le monde, d'une civilisation avec le monde. Saint-Exupéry veut demeurer conservateur de la bibliothèque de Carpentras, nous dit-il. Par cette image, il veut défendre tous les liens à la culture, aux livres que des hommes peuvent nouer, tout ce qui relie une civilisation à ses racines, à sa terre. En résumé, Saint-Exupéry veut protéger tout ce qui fait le nœud. Dans cette défense de la civilisation et de la culture, Saint-Exupéry est largement inspiré par ses aventures sahariennes. Le sable, les dunes, ce temps qui s'arrête, ce rapport au monde dans la nudité. On perçoit cela aussi dans la civilisation méditerranéenne décrite souvent par Camus. Comme le désert, qui pour lui s'étend depuis les Pyrénées jusqu'en Afrique, en passant par le Portugal, la Grèce ou l'Italie, la civilisation méditerranéenne dépasse les frontières, mais s'enracine bien dans quelque chose. Elle est celle qui vit dans l'arbre, la colline et les hommes, nous dit Camus. Et il poursuit, la Méditerranée qui nous entoure est un pays vivant, plein de jeux et de sourires. Cette culture méditerranéenne a une histoire, elle est durable, car son unité et sa grandeur, nous explique-t-il, lui viennent d'un principe spirituel. Voilà ce que Camus a pu aussi trouver dans le désert, voilà ce que Saint-Exupéry a aussi pu trouver dans le désert. Un principe spirituel trouvé nulle part ailleurs, trouvé après l'épreuve de la dureté des éléments et face au trésor. La culture méditerranéenne consacre ce lien à la terre et aux hommes, ce temps qui s'arrête, cet esprit qui nous rejoint. Les inspirations sont proches d'un Paul Valéry qui disait qu'il existait 3 ou 4 déités incontestables, la mer, le ciel, le soleil. Pour Valéry, la Méditerranée a influencé l'esprit européen dans sa totalité. Elle a aussi inspiré son œuvre. Dans une conférence de 1933, Valéry louera l'apport de la mer dans sa formation et dira qu'il lui a été extrêmement bénéfique d'être né si proche d'une nature éternellement primitive, intacte, inaltérable par l'homme. Son contact avec la mer, sa pratique de la nage, ses rêves ensoleillés le rapprochent parfaitement d'un Camus, pour qui ces longues étendues de sable ou d'eau ont énormément compté. En fin de compte, le désert a été pour Camus et pour Saint-Exupéry un lieu où s'est défini leur énigme. Face au désert, il se demandait comment vivre, pourquoi vivre. Le désert a été le déclencheur et la solution. Par son aridité, son étendue infinie, le désert a été l'épreuve, et après l'épreuve, la résolution. Le désert a montré que la paix se trouvait dans l'unité avec le monde. À l'aube des temps modernes, tout est consommé, se demandait Camus. D'accord, alors commençons de vivre. Le désert est ce lieu qui nous permet de vivre. Il est soit le miroir, soit le lieu même d'un apaisement. Il transporte une histoire, une façon de vivre. Il est un nœud qui noue. Il pose l'homme face à son orgueil pour lui apprendre l'humilité. Là où je suis comme pour l'éternité, dit Saint-Exupéry. Si je m'assois sur un banc, je veux m'y asseoir pour l'éternité. J'ai droit sur mon banc à 5 minutes d'éternité. Alors, quoi de plus reposant et plus éternel que ce désert? Quoi de plus reposant qu'un banc face aux sources et à la richesse de la civilisation en fusion avec le monde? C'était À travers texte,
par Thomas Dutrier. La prochaine fois, la compassion inattendue de Michel Houellebecq.